Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, et ce ne sont pas ceux qui sont autour de la table aujourd'hui qui vont nous contredire, c'est impossible aujourd'hui de sortir une appli sans bug du premier coup, et ça même avec pas mal d'années d'expérience. Après, si tu fais juste une appli qui dit bonjour... Hein. Sur le Hello World. Ouais, attention. Il y en a qui... on pourrait avoir des surprises, c'est ça. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on fait finalement pour éviter les bugs. Donc au programme, on va vous refaire un petit peu les bases du debug, quels sont les outils qu'on peut utiliser, les bonnes pratiques, et on va pas oublier vers la fin de vous faire effectivement aussi nos coups de cœur, nos coups de gueule, et puis aussi l'actu des techos. Au micro aujourd'hui, on retrouve Philippe. Salut. Arthur. Bonjour. Thomas. Salut. Et on a Antoine. Salut. Salut Antoine. Alors avant de démarrer, je vous fais une petite... page de publicité. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, maintenant on peut noter les podcasts. Et donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, ce serait super cool de nous mettre plein d'étoiles. On sera super contents. Si vous aimez pas, mettez des étoiles quand même. On n'est pas, c'est pas grave. Hein. Bon, page de pub terminée, on démarre sur le sujet. Pour commencer, comme d'habitude, on va poser les bases. Basique, simple, vous n'avez pas les bases. Thomas. Alors du coup, moi je vais commencer par une petite anecdote sur l'histoire qu'on cite souvent pour l'origine du mot bug. Alors l'histoire commence en 1947. Donc ça se passe à Harvard. Attends, juste, on a une demi-heure de podcast. Hein, je vais faire court. Simple, basique. Du coup, en 1947 à Harvard, donc à l'époque, on avait des gros ordinateurs qu'on appelait des calculateurs qui faisaient la taille d'une pièce, en gros. Et qui faisait beaucoup de chaleur et pas mal de lumière, donc ça avait tendance à attirer les insectes. C'est ce qui s'est produit une nuit, donc un papillon de nuit qui s'est infiltré sur le système et qui a créé un court-circuit. Et du coup, c'est Grace Hopper, donc une informaticienne d'Harvard qui travaillait là-bas, qui a trouvé la cause du bug. En l'occurrence, donc ce papillon de nuit. Elle l'a pris, elle l'a scotché dans son carnet et elle a mis comme mention First actual case of bug being found. Très drôle. En jouant sur le fait que justement c'était un insecte. Il faut savoir qu'à l'époque le terme bug était déjà connu en fait, puisque Thomas Edison l'avait déjà utilisé dans une interview pas mal d'années avant. Et du coup cette anecdote, donc elle ne parle pas de la création du mot bug, mais c'est le premier cas connu de rapport de bug de l'histoire. C'est beau. Du coup je trouvais ça cool de commencer par ça. C'est beau. J'espère que Philippe est pas trop dégoûté. j'ai plus pas historique là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas juste une légende racontée comme ça pour Non, faire joli en l'occurrence le carnet il est trouvable sur internet. Okay. Il y a des photos qui le prouvent. Ça marche. Bon, merci pour cette petite anecdote, Thomas. Si du coup on se pose un peu les définitions aujourd'hui, et ce dont on va du coup le plus parler, c'est de l'heure actuelle. Mais du coup, le débogage concrètement, qu'est-ce que c'est en fait ? Les débugages, c'est les méthodes qui vont permettre de déterminer les causes d'un problème. Donc un bug, c'est une défaillance dans un système, donc c'est un comportement qui n'est pas souhaité sur une application. Et donc le débugage, c'est le fait de déterminer les causes de ce dysfonctionnement. Ok. Et est-ce qu'on dit débugage ou débogage ? Moi, j'avais jamais entendu quelqu'un dire débogage. Bah, c'est le mot officiellement français, parce qu'en fait c'est un bug en français. Pourquoi personne n'utilise des bugs ? Non, on est juste Camille. Hein. Bah écoute, c'était marqué comme ça sur internet. Ok, et donc il y a des... aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le debug quand vous développez des applications et le debug en production. Finalement, c'est quoi les différences entre les deux, Philippe ? Ah, c'est pour moi. Non, alors en fait, c'est vrai que c'est le même terme qui est utilisé chez les clients, mais ça recouvre pas forcément la même définition. Quand on va parler de debug au sens du développement, c'est-à-dire quand on est en phase de développement, c'est souvent mettre en place son debugger, c'est-à-dire une espèce d'outil qui vous permet de faire un peu du pas à pas, de voir ce qui s'exécute à l'intérieur du programme.
Alors que quand un client vous parle de débugger son application, c'est plutôt qu'il y a des bugs dans production et ça plante et qu'il veut qu'on trouve les causes. Mais là, on n'a pas forcément accès à notre outil de débugage. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est debug en sens développeur, c'est vraiment pendant ma phase de dev, comment je fais pour m'aider à comprendre le comportement de mon application et à corriger mon code. Et le debug en prod, c'est plutôt j'ai des bugs sur mon application et je veux les corriger. C'est vraiment deux notions qui sont un peu distinctes, mais qui sont un peu recouvertes par le même mot. Ok. Et donc, on va quand même t'accorder ton moment historique sur le sujet. Nous vivons tous un moment historique. Philippe, du coup, il y a quelques années, comment est-ce qu'on faisait pour débugger et comment ça a évolué ? Alors, côté, si on repart sur la partie développement, ça n'a pas tant évolué que ça depuis des années. C'est-à-dire que très rapidement, on a eu en place des débuggers et on faisait du pas à pas sur les programmes. Dans à peu près tous les langages, vous avez la possibilité de faire ça. Ou sinon, pour les pauvres, j'ai envie de dire, on faisait du console log ou du println ou du echo, n'importe quel langage pour afficher le pas à pas là où on en était. Et puis à l'époque, des programmes avec des cartes à trous, tu débuguais pas. Hein. Ouais, si ton programme ne marchait pas. Tu les relisais à la main et essayais de faire en sorte que ça marche. Voilà. Après, pour la production, là par contre, du coup, on a beaucoup plus d'outils ces dernières années qui sont apparus pour être capable de réagir vite sur des bugs de prod, des bugs en exécution. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a complètement révolutionné la manière dont on travaille ces dernières années. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail, t'as quels outils qui peuvent être utilisés ? Donc si on prend premier pan le debug en développement. Alors sur la partie debug en développement, c'est un peu plus compliqué de répondre de manière uniforme parce que tous les langages ont des debuggers qui leur sont propres. D'accord ? Généralement, c'est fourni avec l'environnement de développement. Donc, avec votre environnement de développement, vous avez sur votre IDE préféré, vous avez la capacité de débugger votre code, et c'est-à-dire de mettre globalement des breakpoints. Un breakpoint, c'est quoi ? C'est de mettre un point d'arrêt à un endroit dans votre code, de vous arrêter, de regarder l'intégralité des variables, l'intégralité du contexte, et puis d'avancer pas à pas dans son code pour essayer de comprendre par où il passe dans l'arbre du code que vous avez mis. Ça n'a pas trop évolué, même si on peut noter des apports majeurs ces dernières années, c'est la possibilité de remonter dans le temps. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant, c'est dans le debugger, c'est d'avancer pas à pas, et puis finalement de revenir en arrière, c'est-à-dire de remonter dans la pile d'exécution. Ça, c'est assez pratique, surtout quand on débug sur des boucles ou des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Et la possibilité aussi de remplacer les variables à chaud. Ça, c'est un truc assez agréable, c'est-à-dire vous tapez une expression qui vous donne la variable et vous changez la valeur de la variable en exécution de programme. Donc ça peut être pas mal pour tester différents cas. Mais après, vous donner des noms, c'est un peu compliqué parce que du coup, en fonction des développeurs, des langages de développement, c'est pas les mêmes debuggers. Est-ce que tu sais, tu sauras peut-être pas, mais à niveau technique, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il est dans une sandbox à côté où il recompile l'application, ou est-ce que vraiment il change juste la valeur mémoire et tout se fait automatiquement du coup ? Alors ça dépend des langages, parce que des langages type Java, tu peux remplacer des choses à chaud. Des langages type C++, c'est pas du tout la même approche parce que c'est pas la même chose. Mais globalement, oui, généralement il remplace, quand on change du code, il fait du auto-loading où il peut changer de classe passe dynamiquement en remplaçant des classes compilées par d'autres classes. Mais ça dépend des cas, donc c'est assez dur de répondre à ça. Ok. Et donc aujourd'hui, tous tes outils, finalement, par langage ou en tout cas par EDI, ils sont déjà intégrés. Il n'existe pas d'outils externes que tu viens rajouter. Ça dépend dans les environnements très intégrés, type Microsoft ou type ce que vous avez sur IntelliJ avec Java, vous avez des debuggers qui sont directement intégrés dans l'IDE. Sur des langages comme PHP, il faut installer des debuggers, mais ça existe aussi. Des langages, alors en Node, je sais pas trop, je maîtrise assez moins le débugage JavaScript. Tu peux utiliser le débugger classique d'IntelliJ par exemple pour faire des breakpoints, pareil. Hein. C'est vraiment c'est pareil, c'est du pas à pas et c'est intégré dans IntelliJ aussi. Hein. Après, ce qui est plus nouveau dans cette partie de développement, c'est les debuggers côté navigateur. C'est-à-dire, en gros, pour rappel, le JavaScript, qui est le langage utilisé dans 90% des applications côté web, avec tout ce qui est autour d'AppScript, je simplifie, ça s'exécute dans le navigateur. Et dans le navigateur, c'est pas forcément évident d'avoir un environnement de développement qui s'exécute dans le navigateur. De plus en plus, si vous utilisez des bases de WebKit ou compagnie, vous avez des debuggers directement dans le navigateur et vous pouvez faire du pas à pas, voir les variables et compagnie. Ce qui n'est pas forcément évident en JavaScript, puisque c'est un langage qui n'est pas vraiment orienté facilement pour le débugage. Ça va peut-être être un peu con la question que je vais poser, mais quand tu fais inspecter sur un site et qu'on te remonte des erreurs, la console, c'est un outil ou pas ? La console, effectivement, c'est le meilleur outil qu'on ait en tant que JavaScript front. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment te faire de pas à pas côté
côté IDE, donc côté environnement de développement, parce qu'en fait, ça va être compilé et envoyé au navigateur. Du coup, il n'y a pas vraiment de lien. Quoique, j'imagine que maintenant, il doit y avoir peut-être des liens. Il y a certains trucs qui permettent de le faire, mais généralement, c'est du débugage dans le navigateur. Et du coup, avec le navigateur, ils ont un outil de pas à pas aussi, mais qui est, je trouve, inutilisable quasiment. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des fichiers qui changent dans tous les sens, tu sais pas où t'es, t'as pas vraiment de moyen de changer quoi que ce soit. Donc, en fait, on n'utilise que ça, la console, quasiment, en JavaScript pour faire du debugging. D'accord. Et côté debug en production, tu disais en préambule qu'il y a pas mal de nouveaux outils et c'est là où ça bouge plus. Alors si on est toujours dans le moment historique, historiquement en fait la seule chose qu'on faisait c'était qu'on mettait des logs côté serveur et on sortait des logs sur des fichiers à plat quelque part sur un serveur qu'on allait lire a posteriori et ça nous permettait de comprendre ce qui plantait. Et si on n'avait pas l'information, on rajoutait un niveau de log supérieur et puis on attendait que le bug se reproduise et on regardait ce qui se passait. Donc ça pouvait prendre des semaines et des semaines et des semaines de trouver un bug parce que c'est assez compliqué d'avoir le contexte général qui a amené à ce bug. Depuis quelques années et avec l'arrivée des applications web, on s'est rendu compte que l'application elle s'exécutait côté navigateur et on perdait en plus toute l'information de qu'est-ce qu'avait cliqué le client, pourquoi ça plantait niveau navigateur, on n'avait pas cette information-là. Donc depuis quelques années, sont apparues des solutions comme, je ne veux pas citer forcément de nom, mais des Splunk, des Datadog, des New Relic, des App Insight, ou toute la stack open source Kibana, tout ce qui tourne autour de ça, qui permettent d'agréger des logs de différentes sources. Donc en fait, le principe de ces plateformes, c'est d'agréger tout ce qui peut se passer en termes d'événements, que ça soit dans du front, dans du back, tout ce qui est avant, après, et de manière temporelle pour arriver à avoir le contexte général. Donc ça récupère toutes les exceptions qui se passent sur les applications, ça les remonte, mais ça les corrèle entre elles, ce qui rend la compréhension du bug beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment ça qui a changé un peu la donne, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable de le voir en temps réel, ou en semi-temps réel. Du coup, ça permet de réagir beaucoup, beaucoup plus vite et de comprendre beaucoup plus rapidement les causes des problèmes. Oui, parce que finalement, est-ce que tout bug est expliqué ou en tout cas remonté via ces outils ou est-ce qu'il passe quand même à travers Alors, si vous avez une bonne plateforme d'observabilité et que vous avez mis des sondes à peu près à tous les endroits, le bug, il passera pas à travers. C'est-à-dire que vous le verrez. Après, de là à dire que vous allez le comprendre, c'est encore une autre étape parce que c'est compliqué de comprendre des bugs, surtout dans des systèmes distribués où il n'y a pas forcément un bug évident, quoi. Puis après, il y a aussi différents types de bugs. Il y a les bugs qui sont logiques, dans le sens du code, qui sont logiques dans le sens où c'est le comportement attendu par le code, et t'as les bugs qui sont illogiques, qui sont des choses qui vraiment, parce qu'il y a un nul pointeur exception, parce qu'il y a ci, il y a ça, mais c'est des choses que des fois, tu vois, on me dit ça c'est un bug, je dis oui logique, alors qu'au final ça reste un bug, mais c'est parce que vu comment est créé le code, c'est normal que ça fasse ce bug là, et donc ça c'est des bugs qui sont pas forcément remontables par les outils que disait Philippe, parce que il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a pas d'erreur en soi, en fait c'est juste que le code est fait pour s'exécuter comme ça, il s'exécute comme ça, et du coup tu peux pas utiliser les outils que nous disait Philippe pour trouver ce genre de bug, il faut juste comprendre son code et l'analyser comme ça. Et aujourd'hui, tous les outils de debug, ça sert seulement à remonter les bugs ou ça a d'autres fonctions, type est-ce que ça vous aide à optimiser des choses ou... Oui, alors effectivement, il y a cette partie bug, mais c'est aussi utilisé beaucoup pour la partie performance. Et même de plus en plus, c'est utilisé pour avoir des métriques métiers, c'est-à-dire le temps d'un scénario moyen, le temps d'une personne entre le moment où elle met quelque chose dans son panier, elle va le commander. Comme on a toutes les données agrégées au même endroit, après on peut exploiter les choses de manière différente. C'est cool. C'est plus qu'un outil de débugage, en fait, c'est vraiment du monitoring. Donc on peut faire tout plein de trucs avec. On récolte beaucoup de data, donc après on peut l'exploiter comme on veut. Donc. Mais c'est vrai que notre appétence au dev fait que nous on s'en sert essentiellement pour débugger et améliorer la performance. Si on passe à une partie un peu plus concrète, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des stratégies universelles de debug? Est-ce que tout le monde fait la même chose? Ou est-ce qu'au contraire, chacun a sa strat? Alors, je vais parler pour moi, parce que c'est ça. Je pense qu'il y a autant de stratégies de debug, en tout cas en développement, que de développeurs, parce que chacun raisonne différemment et chacun a une vision mentale de son code qui est différente. Moi, à titre personnel, j'utilise très très rarement de debugger, parce que en lisant le code, j'ai une bonne idée de ce que ça va faire, et quand je sais pas, je mets plutôt des systèmes println où j'affiche des choses dans la console et je laisse exécuter le code et je regarde ce qui se passe. Après, il y a d'autres, je pense, autour de cette table qui sont plus débuggers. Toi, Antoine, je sais que t'es plutôt... Ouais, après, je pense quand même que ce que fournit les débuggers fournis par les IDE, la plupart des gens les utilisent quand on fait du Java ou du .NET. Je pense que la plupart des gens les utilisent. Après, c'est vrai que
il y a des gens qui aiment pas les utiliser parce qu'ils préfèrent, comme dit Philippe, ils préfèrent voir dans la console ce qui se passe à la fin et pas faire du pas à pas. Mais je trouve aussi que le pas à pas peut être intéressant dans le sens où comme il l'a dit, dans des boucles, ça peut être un peu plus compliqué. Donc on peut rentrer dans la boucle, voir l'opération qui est faite sur l'objet quand on boucle. Donc ça peut être aussi intéressant, mais c'est sûr que quand on attend la fin, on a la globalité du problème. Et aussi, moi, un truc que j'aime pas trop avec les debuggers, c'est que souvent dans les applications, on est de plus en plus en réactif. C'est-à-dire que du coup, il y a des events, et en fait, le debugger te perd cette notion temporelle, puisque du coup, on arrête à un moment donné et on exécute. Donc je préfère... mais après, effectivement, je pense qu'il y a plein de cas où j'ai utilisé le debugger, parce qu'effectivement, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Thomas, tu fais comment, toi ? Moi je suis plutôt du même avis que Philippe, c'est-à-dire que quand on a développé la partie sur laquelle on a un bug, généralement on voit où il y a quelque chose qui devrait pas être comme ça, donc on arrive assez facilement à trouver le problème sans debug. Après sinon c'est vrai que j'utilise pas mal le debugger sur du front, mais du coup plutôt dans le WebKit Chrome par exemple. Parce que c'est quand même assez pratique de savoir à l'instant T quels éléments on a, même des fois des éléments du DOM. Et du coup, je l'utilise surtout pour ça. Okay. Après, un des autres soucis du pas à pas, du débogage c'est qu'en fait, comme tout, le plus d'infos on a, des fois, il y a des infos un peu parasites, et on peut passer beaucoup de temps à se dire, est-ce que ça vient de la boucle, est-ce que ça vient du truc au-dessus, alors que c'est sûr, quand on a l'erreur à la fin de l'exécution, on a la vraie erreur qui s'est passée, et on n'a pas d'infos parasites qui font que on va mettre beaucoup de temps à déboguer, quoi. Mais moi, pour revenir sur ça, j'utilise très peu aussi le debugger. Et si vraiment je suis sur un bug que j'arrive pas à comprendre dans ma logique avec le code, j'aime même utiliser une sorte de dichotomie où en gros tu t'enlèves du code et en fait t'enlèves de plus en plus de code jusqu'à voir le code qui fait que soit le bug disparaît, soit le bug réapparaît. Et du coup tu te finis par retrouver exactement où se trouve ton truc. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et bon, faut faire attention. Enfin, maintenant avec tous les outils qu'on a, notamment les IDE type IntelliJ, vous avez un historique d'absolument tout ce que vous avez fait. De vraiment dès que vous mettez une nouvelle lettre, ce sera dans les historiques. Et du coup, vous pouvez vous permettre de supprimer tout un fichier sans que vous ayez peur de perdre vos données. Mais donc, moi j'avoue que j'utilise énormément cette technique, surtout sur des applications qui sont pas développées par moi où je suis obligé de venir débugger. Généralement, j'élague des grandes parties de code jusqu'à aller à l'épure et vraiment laisser les quelques lignes du bouclement et au final Et au final tu peux facilement dire ok le bug il est sur ces deux lignes et du coup avec ça au final tu peux trouver très rapidement. L'objectif c'est effectivement si on réfléchit à une approche un peu macro sur comment corriger un bug, l'objectif c'est d'abord le cerner, c'est-à-dire cerner les lignes incriminées ou l'ensemble des briques incriminées et ça il n'y a pas mieux que élaguer le maximum de choses pour arriver comme disait Arthur à cerner la source du problème. Et tu parlais tout à l'heure, Arthur, des breakpoints, etc. Ça se passe comment, en fait, dans le debug au quotidien? En fait, tu mets des points sur ce que tu veux contrôler. Alors pour ceux, j'espère que tout le monde le sait, mais le code source, c'est des fichiers texte. Ça ressemble franchement à des fichiers texte avec des instructions dessus. Et vous cliquez sur la ligne où vous voulez mettre votre breakpoint et il va vous la mettre généralement en rouge. Et on sait que quand le code passera par cette ligne-là, quand l'exécution du code passera par cette ligne-là, le debugger va s'arrêter. Il va arrêter complètement le programme, il va vous rendre la main au développeur en disant voilà, tu peux voir l'intégralité de ce qui se passe à ce moment-là. Sachant qu'il faut aussi faire attention parce que vu qu'il arrête tout, si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, dans une requête HTTP qui a été renvoyée, vous pouvez avoir un timeout ou vous pouvez avoir des comportements qui sont différents de quand vous êtes en mode debug ou quand vous êtes en mode normal. Donc, c'est ce que je dis, il y a plein de fois, il y a des développeurs qui me disent quand je suis en debug ça marche, mais quand je suis en prod ça marche pas. Parce qu'en fait, la temporalité n'est pas du tout la même. C'est ça, donc faut vraiment faire attention, c'est pas utilisable dans tous les cas, quoi. Ok. Et il y a des... Vas-y Antoine. Et une fois le breakpoint mis, en fait, l'avantage aussi, c'est que, par exemple, tout simple, on fait une condition sur une variable, et ben on a la variable, la valeur qu'elle a à l'instant T où on a arrêté le code. Donc ça peut être intéressant aussi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a, dans ce que vous remonte, quand vous faites du debug, est-ce qu'il y a des types d'erreurs qui sont assez fréquentes, qui sont remontées? Ou est-ce que vraiment chaque bug est différent? Je dirais 30% des bugs, je veux dire un chiffre de mouillé, c'est la variable nulle. Quand même un bug. Je pense que ça dépend du niveau du développeur.
Non, c'est Non. quand même, tu vas dans c'est la variable non initialisée parce qu'elle vient d'un contexte qu'il n'avait pas, c'est pas forcément du niveau, c'est la donnée manquante. Mais c'est le genre de truc que Ouais. plus t'es expérimenté, plus tu fais attention à ce genre Ouais, de je suis piège. d'accord. Et alors qu'au début, tu te dis, bon, je prends cette variable et tu fais vraiment pas attention à quelle est sa valeur et ça peut mal finir. Ouais, le cas typique, c'est que le développeur, on lui a dit, va sauvegarder cette donnée, va sauvegarder, je sais pas, une facture, et va faire la présupposition dans son test que toutes les données de la facture y sont. Sauf que dans la vraie vie, le client, il a pas mis une donnée, ou parce que c'est un flux de données, ou parce que c'est un batch qui amène la donnée, parce que c'est une insertion, peu importe. Il manque un champ, et là, ça crache parce que il a fait un test sur cette valeur. Ouais, Et comme 90% des applications et des langages ne sont pas résistants au nul pointeur, hein, c'est-à-dire que ce soit en JavaScript, en PHP, c'est un peu mieux, ou même dans tous les langages, c'est ça. Et ça, dans 30-40% des cas, c'est toujours à peu près ça, et c'est facile, c'est à la fois facile à corriger parce que vous savez où ça vient le bug, après c'est plus difficile de savoir la source de données, mais souvent c'est ça. Donc ça, c'est un bug tout à fait récurrent. Après, il y a de plus en plus de bugs, dans le sens où il y a aussi beaucoup de bugs de type asynchrone, où en fait, comme disait Philippe, vu qu'il y a des événements un peu partout, on sait jamais en fait si son événement A et son événement B, ils vont être toujours l'un après l'autre. C'est-à-dire que imagine, sur ton événement B, tu as besoin d'une variable de l'événement A, et si un jour tu sais pas pourquoi l'événement B passe avant l'événement A, et ça va faire n'importe quoi. Et ça, c'est un truc qui est très dur à débugger en plus, parce que comme disait Philippe, tu peux pas t'arrêter dans les deux en même temps. Et en plus, c'est très aléatoire. Ça se trouve, ça le fait sur ton PC Camille parce qu'il est un tout petit peu plus lent que le mien, qui fait que ça roule parfaitement. Et c'est vraiment les pires, ceux-là, parce que tu peux pas utiliser des buggers. Et c'est aléatoire. On le rappellera jamais assez, hein. À travers Internet, on n'a aucunement l'assurance que deux requêtes web arrivent l'une avant l'autre, même si vous les avez initiées dans un ordre. Donc ça, il faut le répéter à tous les développeurs, c'est qu'il n'y a pas d'assurance que la requête A passe avant la requête B. C'est impossible. Même si de base, il y en a une qui met 1 seconde et l'autre 10 secondes, ça se trouve, celle qui met 1 seconde, un jour, parce que le serveur est un peu plus lent, elle va mettre 11 secondes. Ouais, puis peut-être elle va passer par un relais HTTP qui sera tout pourri et compagnie, elle va être relancée et du coup, t'en sais rien. Donc ça, il faut vraiment... Et ça, les développeurs les plus jeunes, ils ont pas cette vision parce que voilà. Et l'autre chose, c'est que quand on teste, et ça c'est un défaut mais qu'on a tous, hein, c'est que nous, en tant que développeurs, on a des machines de malades. Parce qu'on a les moyens de se payer des belles machines, donc on a des machines de malades, le tout connecté sur des fibres optiques de malades, sur des data centers de malades, et quand on se raperçoit de comment notre application est utilisée en vrai, en fait le gars il a son vieux Windows Vista branché sur une ligne ADSL au fin fond de la cave avec un écran tout pourri, en fait ça fait pas le même résultat, et ça fait pas le même résultat parce que c'est moins confortable à utiliser, mais ça peut créer des bugs comme le disait Arthur parce que la temporalité n'est pas la même. Et ça, t'as des simulateurs aujourd'hui pour oui, mais là, honnêtement, aucun développeur a envie de faire ça, donc même si on les a, on les utilise. Ouais, c'est pas forcément... T'as un truc qui est plutôt pratique sur les navigateurs, c'est que tu peux brider ta connexion. Ça peut être pratique pour se dire, ok, est-ce que mon appli, avec une ADSL nulle, est-ce qu'elle fonctionne pareil? Enfin, pareil, elle fonctionnera pas pareil, mais est-ce qu'elle fonctionne tout court? Donc ça peut être pratique, mais simuler des puissances d'ordinateurs différents, j'en ai pas entendu parler. Tu peux peut-être... peut-être des logiciels qui permettent, qui blindent ta RAM. Tu peux, mais en fait, en tant que développeur, t'as envie de passer ta vie à tester. C'est ça, c'est que sinon, on commence à tester tout ce qui existe. Et... Aujourd'hui, à quelle fréquence vous débuguez? Est-ce que c'est c'est journalier? Est-ce que c'est... Franchement, des fois, je me dis, on passe 20% de temps à faire du code et 80% de temps à débugger du code. Non, mais je sais pas, c'est peut-être un... Non, après, peut-être les chiffres sont peut-être un peu abusés, mais je pense qu'en vrai, c'est... il y a aussi tout ce qui est autour du bug, dans le sens où, par exemple, tu as un client qui te remonte un bug, il va falloir que, déjà, il te le réexplique, parce qu'en général, quand il met un ticket, lui, c'est logique pour lui, mais il faut que tu lui dises, OK, comment t'as fait ça? Parce que moi, je connais pas forcément l'application sur comment tu l'utilises. Comment t'as fait ça? Quels sont les pas qui t'ont fait arriver jusque-là? Qu'est-ce qui est censé être normal? Et ensuite, du coup, tu dois souvent appeler le client, ou lui envoyer un mail, attendre qu'il réponde. Ensuite, tu dois le faire, le renvoyer pour lui demander est-ce que là c'est bon, est-ce que quand toi tu fais ça c'est bon, et en fait limite c'est tout ce qui est autour qui est plus long que de corriger le bug. En fait en général nous, vu qu'on connaît nos applications, une fois que le bug on l'a identifié, on le corrige en quelques minutes parce que c'est des trucs qui sont en général logiques. Ouais, des fois je pense que c'est comme un peu, souvent on dit ça dans la recherche, c'est de formuler la bonne question qui fait c'est ça, plus que le reste. Parce que des fois elle dit là c'est rouge, je veux que ce soit bleu. Bah oui mais super, mais qu'est-ce qui fait que c'est rouge alors que ce soit bleu? Est-ce que t'as cliqué là avant? Est-ce que toi tu viens d'ici? Est-ce que voilà? Et c'est quelque chose qu'il faut que nous on creuse en fait, et limite on fait plus de l'enquête à ce moment-là que du debugging. Et il y a autre chose, je pense, il y a aussi, tu parles autour du bug, il y a toute la façon de retourner ce bug en termes d'exception, en termes de ce qu'on va remonter, ce qu'on va écrire. Ça peut être plus ou moins clair. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une très grosse partie qui est ce qu'on appelle, ce qu'on fait beaucoup, c'est des try-catch. Donc on essaye un segment
de fonction. Et si elle marche pas, elle va catch une erreur. Et on pourrait catch juste une exception classique qui renvoie un message pas souvent très clair, ou les personnaliser. Et je pense que si on fait ce travail-là aussi, ça peut être intéressant, comme disait Philippe, si à la fin du programme, si on fait pas du pas à pas et qu'on attend que l'exception soit levée, à la fin, on arrive avec un message assez clair et avec tout le travail, ça prend un peu de temps, il y a du travail à faire, mais avec tout le travail, on arrive plus facilement à débugger. Ouais, et je pense que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que souvent le développeur, par souci de facilité, il catch toutes les erreurs et il les met sous le tapis, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va cacher les exceptions, il va faire un message à l'utilisateur, genre une exception Ça marche s'est produite, veuillez contacter votre administrateur, mais en gros, ça vous aide pas, quoi. Moi, l'approche que j'ai, et je le dis toujours aux développeurs, c'est presque ne catchez pas vos erreurs, au sens Pour où avoir la stack. si tu sais l'exception, elle peut exister. Donc tu la traites correctement avec un vrai message, et si il y a une exception qui est pas prévue, autant que tu la laisses péter vraiment avec l'intégralité du contexte, parce que c'est beaucoup plus simple de débugger. Il n'y a pas pire que le truc où on le met sous le silence et que derrière, Ouais. ben, À un moment donné, ça explose. Ouais. Ton message d'erreur, c'est une erreur est survenue, Ouais, et c'est toi ça. t'es en mode, bah super, je sais pas ce que c'est. Yes. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, pour revenir, donc effectivement, vous utilisez, j'imagine, fonction de debug à chaque fois que vous rencontrez un bug. Et du coup, on parlait des performances tout à l'heure, que tu peux utiliser aussi, ce genre d'outil, typiquement pour faire de l'optimisation. Est-ce qu'on recommande de passer, je sais pas, tous les mois, par exemple, enfin, je sais pas si tu as une fréquence, Alors, en fait. oui, alors une moi, sorte de fréquence. c'est vrai que c'est un truc sur lequel je recommande les bugs en informatique. Il y en a dans toutes les applications, d'accord. Et moi, ce que je recommande, c'est une approche proactive, qui est de dire le problème de quand vous laissez une application longtemps et qu'il y a plein de bugs, quand vous arrivez avec un bug vraiment problématique, vous êtes noyé dans l'information d'autres bugs. Donc l'objectif, c'est d'essayer de nettoyer son application au fil de l'eau. Et ça, le mieux, c'est avec les outils d'observabilité, c'est toutes les semaines, vous prenez le temps, ou toutes les 2 semaines en fonction de votre sprint, d'intégrer dans votre roadmap le correctif de bugs existants, même s'ils n'impactent pas les utilisateurs, pour nettoyer un petit peu, petit à petit, l'intégralité de tous les problèmes de votre application. Et plus vous allez avancer, plus votre application sera propre. Et puis le jour où il y aura un bug que vous n'avez pas prévu, bah finalement vous n'allez pas perdre du temps à aller chercher de l'information à droite à gauche, quoi. Et de la même manière pour les performances, moi je recommande de tenter de les améliorer petit à petit au fil de l'eau. Et Arthur en ce moment, il sait à quel point la performance ça m'énerve. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait il y a plein de problèmes qui peuvent apparaître avec des défauts de performance. Et plus vous améliorez en amont les performances, plus vous avez de chances de pas avoir des problèmes de performance, de pas avoir des bugs qui sont dus à des problèmes de performance qui sont objectivement, il faut le dire, les plus vicieux. Oui. Parce que typiquement, je vous prends des exemples classiques, c'est que au début vous avez un web service qui répond assez lentement parce qu'il y a une grosse requête SQL, vous vous en foutez. Mais petit à petit, ce web service il va être de plus en plus utilisé et en fait il va un petit peu faire ralentir la base, ce qui va faire que d'autres applications qui appellent la même base vont commencer à ralentir et il va y avoir des problèmes de timeout assez durs et sioux à découvrir. Ça a des impacts de fou, du coup. Ah, ça a des Ensuite. impacts de fou. Bon, bah. Vous avez d'autres recommandations autour de la table pour Moi, gérer les je bugs? voulais parler parce qu'on a fait un podcast sur le DevOps la dernière fois. C'est vrai que maintenant, il y a des outils qui nous permettent pas forcément de débugger une requête ou quoi avant de pousser le code, mais on peut mettre en place des petites solutions. On pense à Sonar qui fait de l'analyse de code statique et du coup qui peut nous dire c'est pas forcément les bugs, mais ça peut nous remonter des mauvaises pratiques ou ce genre de choses, donc qui peuvent engendrer des bugs. Il y a aussi tout ce qui est test unitaire, donc de tester, de lancer les tests sur des bouts de code. On moque en fait moquer, c'est on va Inventer des données. On va inventer des données et on se dit si je rentre ça en données, à la sortie, j'ai ça. Et en fait, si le test passe pas, déjà, on sait qu'il y a un bug. Et donc, ça nous permet d'anticiper certains bugs qui arrivent en production après. Donc, c'est des outils qu'on peut mettre en place. Je vous invite à écouter le podcast DevOps. Et puis, les tests unitaires, ça permet aussi, ce qui est très pratique, c'est pour éviter les effets de bord. Où on se dit, on a 2 fonctions, on en modifie une. Nous, on n'a pas pensé au fait que ça peut modifier la deuxième fonction. Et en fait, quand vous passez au test unitaire, ça dit, la fonction B, la deuxième fonction, elle est cassée. Et vous êtes en mode, comment ça se fait? Et en fait, il fait, si, mais en fait, c'est parce que j'ai modifié ça. Et c'est pas quelque chose que vous auriez testé, vous, quand vous faites vos tests à la main, parce que vous pouvez pas penser à tout ce qui est impliqué dans votre code. Et puis, il faut voir que la code base, à chaque fois, elle est de plus en plus grande. Et du coup, les clients nous disent, vous n'avez pas tout retesté. Ouais, il y a 150 000 fonctionnalités, donc c'est compliqué, quoi. On essaie d'automatiser peut-être le maximum, mais après, pas tout prévoir. Il y a le défaut à ça aussi, c'est que ça prend beaucoup de temps de faire des tests unitaires. C'est quasiment réécrire du code complet. Donc,
Donc, ouais, Ça prend du temps. ça prend du temps. Merci en tout cas pour vos avis sur le sujet. On va passer au coup de gueule. Coup de gueule. Arthur, t'as quoi à nous partager aujourd'hui? Par rapport à ce que parlait Philippe tout à l'heure, on est en train d'optimiser à fond, mais vraiment au millimètre près, le site internet d'AxOpen. Et on a eu pas mal de soucis, notamment au niveau du CLS. Donc le CLS, ça veut dire le Content Layout Shift. Donc c'est tout ce qui implique le fait que votre site, pendant son chargement, son layout, donc ces blocs, vont bouger. Et en fait, ça, Google déteste ça au niveau de son référencement. Alors, juste pour expliquer pourquoi il déteste ça, c'est parce qu'en fait, c'est l'effet, quand vous arrivez sur un site, tout bouge. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la mesure de la stabilité de votre site. C'est ça. Si je puis dire autrement. Et ça, c'est pour l'utilisateur, c'est vraiment un ressenti agréable. Personnellement, moi non plus, moi aussi je déteste. Par exemple, imaginez, vous voulez cliquer sur un bouton et à ce moment-là, il y a un bloc au-dessus qui apparaît et vous cliquez sur un autre bouton. Ça m'arrive plein de fois et je trouve ça très très désagréable. Et donc Google déteste ça aussi à juste titre. Et donc on avait des soucis sur le CLS. Et en fait, c'était dû à cause des fontes, donc à cause des polices d'écriture qu'on utilisait. Parce qu'en fait, une police d'écriture, il faut si elle n'est pas native au navigateur, donc si elle n'est pas inclue dans votre navigateur, il faut que votre site la télécharge. Et en fait, le temps que le site la télécharge, lui, il a déjà affiché le texte sur son écran. Et du coup, en fait, il va y avoir une fonte avant par défaut, et ensuite, ça va changer la fonte. Sauf que toutes les fontes n'ont pas les mêmes tailles de mots et de lettres, ce qui fait que ça va créer du CLS, vu que, par exemple, il va y avoir une lettre de plus qui va faire sauter la ligne, et donc vous avez votre bloc qui va augmenter. Et donc, nous n'avons pas trouvé de solution. La seule solution a été d'enlever les fontes. Alors, il y a plein de solutions, mais il n'y en avait aucune d'aussi efficace que d'enlever la fonte. Exactement. Donc, voilà, parce qu'en fait, on peut précharger les trucs, mais en fait, au bout d'un moment, à force de précharger, il faut bien qu'il affiche le site un jour. Du coup, à force de précharger beaucoup trop d'infos, les fontes n'arrivaient pas à se précharger assez vite. Et donc, on a été obligé d'enlever les fontes, donc à bas les fontes. Si jamais vous avez déjà eu ce problème et que vous avez une solution super performante, on a essayé tout Internet, donc faites un article parce que ce sera de l'or. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Philippe, t'as un coup de cœur à nous partager? C'était moi. Ouais, c'était toi. D'accord, C'était super, j'aime bien, j'étais pas prêt. Mais... C'est pas grave. non, tout à l'heure, on a parlé Antoine voulait parler de Splunk avant. Splunk, qui en fait, c'est pareil, c'est un autre outil de monitoring. Alors, on a souvent parlé dans ce podcast de Datadog ou Neuralink, même qu'on avait pu interviewer, on a eu la chance d'interviewer, ou d'AppInsight chez Microsoft. Splunk, c'en est un autre qui est très utilisé, qui fonctionne un peu de la même manière et qui a, je trouve, une particularité assez intéressante, c'est qu'il a un moteur d'exécution de requêtes assez puissante, et on a même des clients qui ont réussi avec ça à faire des dashboards métiers sur vraiment des chiffres d'affaires et compagnie. Et donc du coup, je fais un petit coup de projecteur sur cette petite fonctionnalité. C'est bien. C'est bien de penser aux petites boîtes. C'est ça. Ouais, je suis pas sûr que ça. Non. Alors, j'irais juste un focus sur tous ces produits-là, quel que soit celui que vous prenez. C'est souvent des facturations au volume de données, et du coup, ça peut vite devenir très 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 cher. Enfin, en tout cas, onéreux. Donc, n'hésitez pas aussi à penser aux solutions open source qui sont basées sur à peu près les mêmes stacks technologiques qui sont les cas habituels. Elasticsearch, Logstash et Kibana et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des fois, ça peut valoir le coup de se poser la question d'implémenter sa propre solution, qui sont pas au niveau fonctionnalité beaucoup plus en retard. C'est souvent plus dur à prendre en main, mais vaut mieux prendre 5 jours de plus pour prendre en main qu'ensuite se retrouver au bout de 3 ans avec une facture. Enfin, après. Cool. Après, tout dépend si t'as les moyens. Exactement, mais voilà. Est-ce que c'est si cher que ça, Application Insight, en vraie production sur C'est pas donné, c'est pas donné. C'est au volume de données. Donc, en fait, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à pas vouloir envoyer toutes ces données parce que ça coûte cher, mais en même temps, la valeur de l'outil, c'est d'avoir toutes les données. Voilà, c'est un peu... Non, c'est des questions à se poser, quoi. Voilà. Ça s'étudie. On va passer à notre dernière rubrique. C'est l'actu des techos. C'est le journal de 20 heures. Que se passe-t-il dans le monde, Thomas? Dans le monde de Techos. Alors moi, je voulais vous parler du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Donc, gros rachat qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Un achat à plus de 60 milliards d'euros quand même. De dollars probablement d'ailleurs. Oui. Donc Activision Blizzard qui est notamment l'éditeur des jeux comme Warcraft, World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Hearthstone et plein d'autres. Donc c'est un très gros rachat et ça fait en sorte que Microsoft gagne de plus en plus de terrain dans le domaine du jeu vidéo. Alors c'était déjà pas mal le cas sur PC parce que le fait de posséder la plateforme Windows fait qu'ils ont déjà l'intégralité des gens.
Mais voilà, ils rachètent de plus en plus des licences et surtout pour avoir des droits sur les jeux qu'ils peuvent proposer, notamment avec leur Xbox, avec les Game Pass. Le fait d'avoir toutes les licences, ça fait qu'ils gagnent du terrain de partout. C'est plus simple. Hein. T'as des concurrents, tu les rachètes. Voilà, c'est ça. Juste pour 2-3 chiffres, avant de ce rachat, donc Microsoft était 6e, je crois, du classement d'éditeurs de jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires, de volume, je sais pas exactement. Donc Sony étant le premier, et là ils sont passés 2e avec ce rachat, puisque c'est Tencent qui est devant. C'est chinois. Oui, c'est peut-être Tencent le premier, parce que Tencent est assez gigantesque. Je crois que c'est Tencent premier, Sony deuxième, et du coup Microsoft est 3e. Donc ça le place vraiment dans les plus gros éditeurs de jeux vidéo. Et juste ce rachat sera effectif qu'à partir de juin 2023. Donc ça c'est parce qu'on a fait beaucoup de bruit sur c'est racheté, mais bon, racheter une entreprise à 70 milliards, je pense que ça se fait pas en 20 minutes, c'est pas juste je te fais le virement. Donc voilà, ce sera effectif à partir. La signature va être compliquée à poser quand même. C'est ça. Donc jusqu'en juin 2023, normalement il y aura pas de réel changement pour en tout cas les jeux ou les entreprises. Donc une chose, ça pose quand même des questions, c'est-à-dire que ces grands géants de la tech ont tellement d'argent qu'ils peuvent racheter des boîtes gigantesques. Finalement, juste avec Microsoft rachète Steam et je pense que c'est bon, c'est les rois du monde. S'ils rachètent Steam, je pense que c'est les rois du monde sur c'est ça. concurrence. Mais c'est toute il y a une loi comme ça aux États-Unis qui s'appelle le antitrust, je crois. Ouais, mais là, qui empêche le monopoly, le monopole du coup du. Faudrait peut-être qu'ils se réveillent parce que là. Entre Amazon, entre les GAFA, les GAFAM maintenant, qui achètent tout ce qu'ils veulent. Ouais. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils rachètent des studios de jeux vidéo, donc ils avaient déjà fait ça avec Mojang, donc les développeurs de Minecraft, et en 2020 avec Zenimax, donc l'entreprise qui regroupe Bethesda et Arkane Studio, qui sont basés à Lyon, pour les développeurs en tout cas. Big up. Donc voilà, c'était déjà des gros studios, parce que bon, Bethesda c'est les jeux Skyrim, Fallout. Ouais, c'est balèze. Sachant que je crois que 70 milliards, c'est le PIB du Luxembourg, si je dis pas n'importe quoi. Voilà. Ils ont racheté une petite ville, quoi. Petit pays. Comme dit Philippe, c'est quand même évrissant. Enfin, 60 milliards, qu'on réalise un peu ce que c'est. Sachant que leur chiffre d'affaires total, c'est plus de 1000 milliards, je crois. Donc c'est pas ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont même pas s'endetter tant que ça pour l'acheter. Non. Non, c'est. Du coup, ils ont une telle mécanique de cash qu'ils peuvent arriver à. 60 milliards, c'est 60 fois le prix que Facebook a mis pour acheter Instagram. Ils ont fait une belle transaction Instagram Facebook à ce moment-là. Ouais. C'est clair. Bon, merci du coup pour cette actu, puis on verra. Je sais pas si ça va changer des choses pour le monde du jeu vidéo ou pas. Surtout que c'est pas du tout actif encore. Après, Blizzard avait beaucoup de problèmes, notamment au niveau d'harcèlement sexuel, de problèmes de ce côté-là. Il y avait le PDG qui avait été touché, tous les grands dirigeants, et du coup, on peut penser que ça va aller mieux dans ce sens-là, parce que Microsoft a pour l'instant une image assez neutre, si ce n'est bonne. Au niveau en tout cas agression ou quoi que ce soit, au niveau social. Donc on peut imaginer qu'ils vont d'ailleurs ils ont prévu de virer tous les dirigeants et tous ceux qui étaient incriminés là-dedans. Donc on peut imaginer que ça peut aller que mieux, sauf si finalement Microsoft est pire que Blizzard. Mais ça fait plusieurs années que Blizzard a des grosses casseroles. Affaire à suivre. Voilà, exactement. Merci à tous. Du JT. Merci à tous du coup d'avoir participé à ce podcast et puis à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites 5 étoiles sur Spotify pour ceux qui y sont. La cloche et les notifications. Et on se voit tout bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt, salut. Salut.